Retour sur le plateau de Smart Job, le cercle RH avec nos invités. Vous l'aurez compris, on va parler de recrutement. Alors, les nouvelles tendances de recrutement, à la mode, gadget ou pas, on va essayer de s'intéresser à tout ce qui se passe dans l'univers du recrutement. Alors, c'est vrai qu'on a quitté un peu l'espace du recrutement à la papa, l'internet, le numérique, les jeux vidéo, la neuroscience. On va en parler avec mes invités, puis on s'intéressera aussi aux étudiants, ceux qui viennent de finir leur diplôme et qui se disent mais comment je vais le décrocher ce job, par quelle méthode je vais réussir à ouvrir la porte de l'entreprise où je veux travailler. On en parle tout de suite avec mes invités. Ogene Mojinson, bonjour. J'ai bien dit? C'est ça. Oui, voilà, vous êtes consultante stratégie performance spécialisée et certifiée en neurosciences, et c'est important de le dire parce que c'est très important. Championne, 8 fois champion de France de taekwondo, Voilà. 3e à la Coupe du Monde en 98, Voilà, c'était hier, championne et sportive de haut niveau, et évidemment on va en parler avec vous parce que ça a un lien avec ce que vous apportez aujourd'hui à vos clients. Avec nous le directeur général de l'école qui s'appelle Ethiker. Il m'a dit tout de suite, c'est pas une école, c'est beaucoup plus transversal que ça. Frédéric Sitterlet, merci d'être avec nous. Vous formez au métier du digital, avec un vrai travail de lien avec les entreprises, même dans la formation, je suis allé voir ce que vous faites, c'est passionnant, où on met concrètement l'étudiant en situation réelle. Merci d'être là, puis vous avez un parcours, peut-être que vous nous en parlerez, divers et varié. Jamil Kemal, merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Goshoba. Alors, on va décoiffer, je ne sais pas si on va se décoiffer, mais en tout cas, vous avez une proposition en matière de recrutement, de pré-recrutement qui est intéressante parce que ce sont les jeux vidéo. Alors, évidemment, je me demandais en préparant l'émission si les types venaient chez vous en se mettant sur Fortnite. J'ai compris que ce n'était pas du Fortnite, hein, c'était des jeux vidéo adaptés. Ogene Mojinson, le sport dans tout ça, commençons par le début, parce que c'est intéressant d'avoir les histoires qui vous ont conduit à arriver à ça. Sportif de haut niveau, comment on bascule ensuite dans le conseil, en recrutement? Comment ça se passe, ce processus? Alors, en fait, on commence la vie active en parallèle du sport. C'est vrai que le sport, j'ai commencé très tard, j'ai commencé à 18 ans. Donc, très vite, je faisais mes études en parallèle. Et ensuite, j'ai commencé à travailler. Donc, on ne réfléchit pas à la manière dont le sport de haut niveau va nous aider sur une suite de carrière. Mais je suis rentrée au service commercial d'une entreprise. Donc, le service commercial, il y a énormément de similitudes avec le sport de haut niveau, puisqu'on a des objectifs, on doit performer. On remet les compteurs à zéro chaque année. Donc en fait, c'était normal, ça collait bien. Ça collait tout à fait. Et je me suis très vite rendu compte par rapport à mes collègues que le fait de remettre les compteurs à zéro, pour moi, c'était normal. Mais il y a certains collègues qui avaient le besoin de reconnaissance en disant bon, je ne suis pas assez reconnu par rapport à ce que j'ai fait l'année dernière ou l'année d'avant. Parce qu'il y a des hauts et des bas, hein, comme pour tout. Hein, comme dans le sport. Comme dans le sport, dans une carrière et dans le commercial. Et comme dans la vie en général d'ailleurs. Voilà. Mais, et c'est vrai que c'était cette différence de point de vue qui m'a fait me dire qu'effectivement, même au niveau des dirigeants que j'accompagnais, les dirigeants, pareil, il y a des similitudes. Ils doivent se battre pour leur boîte. Chaque année, on essaie d'être meilleur. Une sportive de haut niveau qui parle à un dirigeant, c'est pas pareil qu'un consultant classique. J'imagine que quand il vous regarde, il voit à travers vous la compétitrice, celle qui a pas peur, celle qui s'est battue, celle qui a construit ses victoires. Ça doit jouer, ça, aussi, dans la relation, je dirais, non verbale. Alors, ils le sentent, c'est vrai que j'arrive pas en expliquant, en posant mon palmarès sur la table, en fait. Mais c'est vrai que dans ma manière d'appréhender les choses, dans les questions que je pose par rapport au positionnement, par rapport au fait qu'il y a un nouveau concurrent qui arrive, par exemple, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous avez mis en place par rapport à ça? Quelle est la stratégie? Tout de suite, le cadre est posé. On est vraiment sur de la stratégie et ils le sentent, effectivement. Frédéric Sitterlet et Jamil Kemal pour Goshoba. Goshoba, comment vous en êtes arrivé là pour arriver à ce processus d'amener du jeu vidéo? Comment on y arrive? Goshoba, c'est un constat qui est très simple, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 91% des entreprises qui disent le plus important pour prévoir le succès, c'est l'évaluation des soft skills. Sauf qu'aujourd'hui, c'est très, très compliqué. Alors, soft skills, parce qu'on a fait onboarding, crossboarding, c'est tout ce qui n'est pas du concret dans le recrutement. C'est pas les diplômes et le CV, c'est ce qui est à côté. Alors, c'est très concret, mais c'est peu palpable et difficile à mesurer. Ouais, c'est ça. Par exemple, si demain, je vous demande d'évaluer votre résilience, votre capacité à gérer plein de tâches en même temps, votre capacité à apprendre, c'est ce qu'on appelle soft skills, c'est très, très concret. Mais quand on va être recruté, on dit, évidemment, je suis capable de tout gérer, non? Exactement. Et c'est le gros enjeu parce que soit on vous pose la question franco, soit on vous fait des tests déclaratifs.
on va vous poser une série de questions, et un des dangers, c'est que les candidats ont tendance à répondre ce qu'ils pensent qu'il faut répondre. Ah oui. Et puis même s'ils le font pas, parce que certains tests C'est sont le bien propre des faits, sondages entre nous, parce que parfois on répond pour qui allez-vous voter, puis on dit l'inverse. C'est un danger en tout cas dans ce questionnaire. c'est un danger, les sondeurs et les personnes qui font les tests le savent, donc corrigent un petit peu, mais un des vrais dangers, c'est que les candidats répondent sur la façon dont ils se perçoivent. Et un des sujets, c'est que les personnes qui ont très confiance en eux ont tendance à donner une meilleure image d'eux, et les personnes qui sont peu confiantes, notamment les femmes et les personnes qui viennent de milieux défavorisés ou qui n'ont pas le bon diplôme, sur un truc qui paraît totalement objectif, vont en réalité donner une image d'eux qui sera dégradée. Et donc Gochaba, c'est quoi? C'est la mesure objective avec des jeux vidéo et des sciences cognitives. Adapté, hein, je précise, parce que je blaguais sur Fortnite tout à l'heure. Adapté. Vous avez raison, quand on parle de jeux vidéo, on parle de tests cognitifs gamifiés. C'est important de le dire, non, parce que jeux vidéo pour les jeunes, il y en a qui nous regardent et se disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, c'est pas un gadget, c'est pas, on s'amuse pas avec des jeux vidéo, c'est bien ça. Disons qu'aujourd'hui, on a des gens, des consultants stratégiques qui passent par Gochaba, on a des équipiers chez McDonald's qui travaillent avec Gochaba, et donc ils ont besoin de s'assurer que les tests sont prédictifs et sérieux. Bien sûr, non, mais c'est important de le préciser, parce que quand on dit jeux vidéo, il y a beaucoup de polémiques sur ces questions. Frédéric Sisterlet, pourquoi on ne s'amuserait pas avec Fortnite? Oui, c'est ça, ouais, vous allez jusqu'au bout. Vous. En réalité, Fortnite, c'est quoi? C'est un jeu de stratégie collaboratif. Exact. De construction. Non hiérarchisé. Chacun joue un rôle et chacun apprend les règles et la partie au fur et à mesure du jeu. Finalement, c'est comme ça que fonctionne une entreprise aujourd'hui aussi. Une entreprise, c'est quoi? Moi, je viens d'un monde et d'un temps où votre diplôme sanctionnait un niveau d'études. C'est assez bizarre comme façon de le dire. Ça sanctionne un niveau d'études. Et ce diplôme d'ingénieur était un pass, une carte de visite pour faire une carrière. Pour ne pas dire un sésame. Un sésame. Ouais. Aujourd'hui, on voit bien que les compétences qui sont demandées aux candidats, que ce soit les hard skills ou les soft skills, sont réactualisées en permanence. Si vous ne vous mettez pas à jour tous les 2-3 ans, vous êtes obsolète sur le marché de l'emploi. L'entreprise, c'est quoi finalement? C'est un sport collectif. C'est une compétition, c'est ultra compétitif comme le taekwondo ou d'autres sports, mais c'est un sport collectif. Dans une équipe, chacun joue un rôle. Alors avant, dans mon ancien temps, l'ingénieur était le chef, et puis les ouvriers spécialisés, et puis les ouvriers... Autant de l'industrie et des ouvriers. Très pyramidal. Aujourd'hui, dans une équipe, notamment dans les métiers du digital, comment ça fonctionne? Chacun joue tour à tour, un rôle différent. C'est le mode projet que vous évoquez, vous. C'est ça, exactement. Ouais. Et nous, on forme nos étudiants beaucoup en mode projet. On leur permet de toucher à tout, d'arriver sur le marché du travail en étant très opérationnels et immédiatement employables, parce qu'ils ont, au-delà de leurs hard skills qui sont indispensables, cette capacité à faire la différence par rapport à leurs concurrents, hein, faire la différence grâce aux soft skills et à cette capacité à travailler ensemble, presque à cette capacité à jouer à Fortnite finalement. Je suis d'accord, allons jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous leur dites à vos candidats? Parce que vous accompagnez des chefs d'entreprise qui, eux, sont du côté « je vais recruter ». Et puis, il y a aussi ceux qui évidemment, je le redis, essaient de trouver la clé. On a tous été comme ça dans tous nos secteurs d'activité. Je veux aller là. Comment je fais pour trouver la clé? Qu'est-ce que vous leur dites? Quels sont les conseils que vous leur donnez? Ce qu'on leur conseille, les premières questions qu'on leur pose, c'est leur motivation, leurs valeurs, ce qui leur donne envie de se lever le matin, ce qu'ils vont aller chercher dans une entreprise, au-delà d'une grande marque. Vous voyez, au-delà d'aller travailler pour telle ou telle entreprise, de quoi est-ce que vous avez besoin au quotidien? Qu'est-ce qui va vous motiver, va vous donner envie de donner le meilleur de vous-même? Et donc, du coup, ça leur permet de se projeter autrement que sur un diplôme. Quand ils sont jeunes, il y a peu de diplômes. Et quand on est senior, on a trop d'années d'expérience. Alors que quand on se met sur la partie des motivations et de se dire, bon, qu'est-ce que je vais amener à l'entreprise et dans quel type d'entreprise j'ai envie de travailler, là, tout de suite, ça change un peu la donne. La neuroscience, on a parlé du mode projet, on a parlé des jeux certifiés, des jeux vidéo adaptés, on a parlé de Fortnite. La neuroscience, dites-nous, c'est quoi? Comment elle intervient dans le processus? Parce qu'on se dit neuroscience, tout d'un coup, quand on nous met, c'est Orwell, on nous met une petite pastille, on va aller voir ce qui se passe, parce que c'est un peu ça, là, essayer d'aller au plus profond de l'être humain pour savoir vraiment qui il est. C'est ce que disait Frédéric. En fait, l'entreprise, c'est une équipe. On travaille avec des gens, avec des personnalités différentes. Donc, en fait, que ce soit au niveau du candidat ou du dirigeant, ce qu'on leur demande, c'est de quel type de personnalité vous avez besoin pour compléter votre équipe. Parce que souvent, c'est intéressant ce que vous dites personnalité, vous dites pas de quel profil professionnel vous avez besoin, c'est de quel type de personnalité. Parce qu'en fait, j'ai envie de dire que le recrutement, on dit que on a l'impression que c'est une équation à deux inconnus, donc un profil, des niveaux d'études, des écoles qu'on a faites, et un poste avec des missions et des tâches. Mais en fait, c'est vraiment un mix entre ce que moi j'aime
mes valeurs, les motivations, les valeurs de l'entreprise, mais au-delà de ce qui est écrit, qu'est-ce qui est incarné, par exemple le système de rémunération, qu'est-ce qu'il dit sur ce qu'on privilégie dans l'entreprise. C'est un moment difficile pour toute personne qui a eu affaire à combien vous vous évaluez? On est totalement démunis, non? C'est compliqué. Alors, ça. Oui, c'est vrai. On n'est pas on a prêt. souvent tendance à baisser, ou alors on est trop, et soudain on passe pour quelqu'un de trop ambitieux, non? Quand vous dites on, c'est assez tranché en réalité, parce qu'il y a beaucoup d'études qui prouvent que les populations plutôt classiques, donc en gros des hommes, ont tendance à négocier beaucoup plus facilement leur salaire que les femmes, par exemple. Oui. Donc la question est pas universelle. Et donc déjà on distingue deux catégories, les hommes et les femmes. Alors, on ne gère pas c'est plus que les hommes et les femmes, ce sont les personnes typiques et les personnes qu'on appelle aujourd'hui atypiques, ce qui est un non-sens en réalité. 52% de femmes en France, donc on appelle minoritaires et atypiques. Mais j'allais venir aux questions des minorités. Alors, dans ce cas, à éthique, on n'a que des personnalités atypiques finalement. La première question que nos jeunes diplômés se posent, c'est pas la rémunération ou leur valeur perçue sur le marché, c'est la valeur des entreprises pour lesquelles ils vont travailler, Les valeurs. la démarche dans laquelle ils s'inscrivent, la cause qu'ils vont défendre. Nous, on pense fondamentalement que face aux grands défis qui sont les nôtres, de diversité, de mixité, mais aussi des défis sanitaires, économiques, environnementaux, on pense que la tech fait partie des solutions. Beaucoup nous disent la tech, c'est le problème. Nous, Grand danger, attention. on pense que la tech, les neurosciences et beaucoup d'autres choses font partie des solutions. Et on pense que cette génération qui arrive est capable de relever ces défis. Donc nos diplômés, quand ils arrivent sur le marché du travail, ils ne se demandent pas combien ils vont gagner. Alors, ils ont peut-être le confort aussi de trouver un emploi à 98% quasiment avant la fin de leurs études, sur un marché très porteur. On a cette chance-là sur notre secteur. Ils sont placés avant leur sortie de l'école. Mais leur première question, c'est pas le salaire. Leur première question, c'est comment je vais contribuer à changer le monde et comment je fais valoir ma responsabilité sur ce monde qui vient. Juste avant de parler des discriminations dites positives, puisqu'on est dans le recrutement, on parlait des CV anonymes, puisque ça a bloqué un certain nombre de jeunes des quartiers qui se retrouvaient dans l'impossibilité de pouvoir postuler alors qu'ils avaient le diplôme équivalent, ils ne le pouvaient pas. Mais juste un mot sur les méthodes, c'est important. Moi, j'ai envie de vous dire, si vous me demandez, vous êtes empathique, vous aimez travailler en équipe? J'adore, je suis extrêmement empathique, vous vous marquez. Comment vous pouvez savoir avec votre jeu, votre méthodologie, que je suis réellement empathique, que j'aime vraiment travailler en équipe? Vous avez raison, de le déceler, c'est très difficile. On a de la chance, c'est que la science, notamment Harvard, Cornell et Collège de France, ont trouvé des protocoles expérimentaux en neurosciences qui permettent de mesurer ces éléments. Le problème, c'est qu'en labo, ces évaluations durent entre 2 et 6 heures. Ce qui est gênant. Et donc, fatigant surtout. Fatigant et pas du tout pratique pour les recruteurs. Donc, une des raisons pour lesquelles Gochaba a reçu beaucoup de prix d'innovation, c'est parce qu'on a transformé ces protocoles qui durent entre 2 et 6 heures en petits jeux de 5 minutes. Et donc, très concrètement, vous voulez travailler chez un restaurateur de la restauration rapide. On ne le cite pas, bien sûr. On va le citer. Bien sûr. Un des enjeux que vous allez avoir, c'est qu'en cuisine, vous allez être stressé et avec plein de tâches qu'on va vous demander de faire en parallèle. Et bien, Gochaba vous fait jouer un jeu où on vous fait changer de règles de jeu de façon fréquente, aléatoire. Et pour voir si on est rapide, si on est capable. Si vous arrivez à vous adapter à du changement de tâche dans des conditions de stress. Et c'est un test qui est tellement prédictif qu'on se rend compte que les salariés de ce fameux restaurant rapide sont beaucoup plus performants dans la gestion de tâches sous stress que d'autres entreprises et qu'une moyenne française. Mais excusez-moi, je ne veux pas m'apesantir sur Fortnite, mais est-ce que dans le recrutement, vous vous dites après tout, je préfère favoriser quelqu'un qui est d'une rapidité, d'une vivacité, qui a compris l'organisation du jeu, qui est même un champion, allons jusque-là, aux dépens d'un étudiant sérieux, modèle, surdiplômé, un peu timide et réservé? Ça va dépendre de ce qu'on recherche en fait. Pardon, excusez-moi. Allez-y. Ça dépend de ce qu'on recherche et de ce que le dirigeant nous demande ou les services RH. Dans l'échange. Justement, nous, au niveau de chez Red Pepper, on a décidé de créer un podcast pour les candidats. Donc pendant 20-25 minutes, avec l'accord du candidat, on va mener l'échange et c'est vrai que ça donne énormément d'informations sur la manière de se vendre, la manière d'échanger, de parler, de donner des exemples concrets de ce qu'on affiche. Je suis dynamique et motivé. D'accord, concrètement. Oui, okay. Voilà. On dit tout le monde peut le dire. Voilà, tout le monde, c'est dans toutes les lettres de motivation. Mais c'est vrai qu'à travers le podcast, ça permet d'éliminer certains biais. Parce qu'en fait, moi, si je mène l'entretien de recrutement, je vais derrière
donner un résumé, mais en quelques lignes, un résumé de 20 minutes d'échange. Là, vous avez 20 minutes d'échange et il y a énormément de choses qui s'entendent. Et on analyse. Et on peut analyser, on entend et on sait si on a envie ou pas de travailler avec ce candidat. Vous la connaissez cette phrase, Frédéric Zitterlet, celle de Confucius, une image vaut 1000 mots. C'est ce que disait Confucius, mais elle est parfaite cette phrase. Aujourd'hui, ici, à l'heure de la vidéo, on allait plus loin, on s'arrêtait pas sur une image, mais on regardait un film. Parce qu'en réalité, cette évaluation qu'on fait là, elle peut se faire de manière plus longitudinale, très, très en amont. Une finale de taekwondo, une coupe du monde de taekwondo, c'est pas juste le jour de la finale, c'est toute la préparation qu'il y a eu avant, c'est la compétition elle-même et tout ce que vous avez montré pendant cette compétition qui pèse aussi sur ce moment de finale. Un entretien d'embauche, c'est pas juste ce jour de finale, c'est quelque chose qu'on a préparé très en amont. Finalement, l'entretien d'embauche pour un étudiant, il commence le jour où il rentre à l'école, pas le jour où il sort. Et tout ce qu'il va vous les préparez comme ça. Et tout ce qu'il va faire, tous les projets sur lesquels il va travailler vont être visibles, vont contribuer à construire son profil et à enrichir sa présence sur les réseaux sociaux ou sur d'autres plateformes. Et le recruteur qui va tester ses réflexes, tester son comportement, voir si cette compétence vient compléter une équipe. Parce qu'un bon élève studieux, il peut être très bon, mais il ne va pas forcément bien compléter une équipe déjà en place. Et c'est ça qu'on cherche. Une équipe qui travaille en mode projet où il faut beaucoup parler, ça va être difficile parce que vous allez l'alerter pour dire attention, très timide, ou alors il faut le coacher, il faut l'accompagner si c'est le candidat qui va bien. On avait tout à l'heure le vice-président de l'Association nationale des DRH, c'est notre consultant Smart Job, il nous accompagne et justement il avait fait focus aujourd'hui sur le lien recruteur-recruté et il a terminé son intervention en nous disant plus que jamais, l'humain est important. C'est assez paradoxal puisque depuis le début, on parle finalement que de tech, de digital. Vous êtes d'accord avec cette idée ? Ah oui, je suis 100% Quoi d'accord. qu'il arrive, l'humain est fondamental. Mais c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on quitte une entreprise, c'est pas pour des raisons techniques ou parce qu'on ne sait pas faire son job, c'est parce qu'en fait ça ne matche pas avec l'équipe, avec son N+1. Vous voyez, et là on est en 2020, mais il y a 20 ans, quand moi j'ai été recrutée, en finale dans mon CV, il y avait quasiment que mon palmarès sportif. Et donc c'est parce que les RH ont su en tirer des compétences qui pouvaient être transférées dans le commercial et dans la pugnacité et le fait de s'entraîner, de continuer. Il a fait un pas de côté. Il s'est dit, mais une sportive, si je la recrute, elle va m'apporter autre chose que le profil classique, c'est ça. Et c'est exactement ça. Et donc du coup, là maintenant, on a de plus en plus de profils atypiques chez les jeunes. Ils créent des vidéos, ils montent des chaînes YouTube, ils font vraiment plein de choses. Ils créent c'est plus un CV. Comment vous voulez faire tenir ça sur un papier, un format A4 ? C'est une opportunité de sortir du lot et c'est ce que vous révélez à travers votre solution aussi. Un diplôme ne dit rien. En réalité, c'est l'expérience acquise sa globalité. Et la globalité du parcours qui intéresse le recruteur. Je vais plus mesurer. On a beaucoup de candidats qui ont fait de très grandes écoles avec un grand sacrifice parfois, qui nous disent « vous me dites que mon diplôme ne vaut rien ». C'est frustrant quand même. En réalité, c'est pas ce qu'on dit. On leur dit que, évidemment, que... Ça suffit pas. Ça suffit pas, ça. Et que d'autres diplômes ou que d'autres personnes qui n'ont pas eu le même parcours, les mêmes conditions, peuvent être aussi pertinentes qu'elles. Ce qui est très différent, hein. C'est-à-dire qu'on ne dévalorise pas un diplôme, on dit ça c'est une possibilité, il y en a plein d'autres. Sans citer les marques, évidemment, là j'ai le sentiment que dans notre débat, indépendamment de votre école éthique, on parle de grosses marques, de ceux qui vendent des hamburgers, puisque c'est d'eux dont vous parliez. Ça marche aussi sur des ETI, des PME, des sociétés à plus faible, je dirais, niveau de recrutement, c'est-à-dire que c'est le fondateur de l'entreprise qui fait le recrutement, c'est lui qui parfois fait un peu sa compta, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Vous arrivez à ce niveau d'entreprise où vous êtes vraiment là, on parle de grands groupes. Non, là c'est plus des PME, des TPE-PME qui ont essayé différentes manières de recruter, et donc quand vraiment ils ont besoin et ils n'y arrivent plus, là ils sont beaucoup plus ouverts à ces nouvelles approches, parce que quand vous dites un podcast, on dit non mais un podcast... quel intérêt. Mais en fait, ils ont tellement besoin. Voilà. Quand vous avez un candidat qui vaut la peine, vous le vendez. Au final, c'est par écrit. Donc, il va lire le profil, regarder le CV, dire oh, mais ça ne correspond pas forcément. Tiens, une petite question amusante. Vous vous souvenez de votre premier jour, votre premier recrutement, le premier entretien d'embauche? Moi, je me souviens très bien. Mais c'était quoi, vous? Moi, j'ai jamais fait d'entretien d'embauche et jamais envoyé de CV. J'ai créé mon entreprise avant d'être diplômé de l'école. Vous avez créé Sport 24 pour ceux qui aiment le sport. Exactement. Et on aime le sport. Et donc on a couvert l'actualité de différents sports. Et c'est finalement mon parcours qui a ouvert les portes suivantes et qui a permis de créer des entreprises, de les développer, de réaliser la transformation de grands groupes médias comme le Figaro. Et c'est pas le CV, c'est pas l'entretien d'embauche lui-même, c'est ce parcours qu'on porte et qu'on incarne. Vous étiez entrepreneur. Vous aviez décidé de créer vos sociétés et de les développer. Vous vous souvenez de votre
vous allez me dire non, moi j'ai été entrepreneur tout de suite. Non, alors moi je n'ai pas été entrepreneur tout de suite, j'étais militaire. C'était ma coopération en Angleterre et c'était mon premier entretien. C'est un élément important, je vous précise, pour ceux qui nous regardent, chez les recruteurs, les militaires disent quelque chose. Alors, je fais un service en coopération. Oui, donc, oui, mais oui, complètement, c'était quelque chose qui m'a marqué à l'époque, parce que les constats que je faisais en 96, ça date un petit peu. Bon, c'est 98, la Coupe du Monde. Mais pourquoi vous vous rigolez inquiétez pas. Ce sont les mêmes qu'aujourd'hui. Et déjà, à l'époque, je me sentais dans une sorte de carcan où on me demandait d'être évalué sur un morceau de papier. Juste, pour mémoire, le premier CV, il date de Léonard de Vinci. Et depuis, ça n'a pas beaucoup bougé. Et donc, on évalue les collaborateurs et les futurs collaborateurs qui vont créer la valeur de notre entreprise à travers un bout de papier. Et tout à l'heure, vous posez la question de est-ce qu'on s'adresse plutôt à des PME ou des grands groupes. Oui. Eh bien, on est très complémentaires du coup, parce que nous, ce qu'on veut, c'est de l'impact. On veut changer les choses. Et GoShaba, fondamentalement, notre mission, c'est bien sûr aider les recruteurs à mieux recruter, mais c'est fondamentalement changer les modes de recrutement. Et c'est pour ça qu'on s'adresse aujourd'hui beaucoup à des grands groupes. Un tout petit mot avant de nous quitter, c'est important parce que vous l'avez évoqué, beaucoup de jeunes ont le plafond de verre parce qu'ils habitent dans le mauvais quartier, parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau. C'est un point sur lequel vous vous battez aussi, parce que ce recrutement-là, je me rappelle de l'acteur Samuel Lee Jackson qui était venu des États-Unis en France dans nos quartiers pour dire mais ici il y a des jeunes incroyables, il y a des talents de dingue et nous on va les recruter. Vous vous souvenez de ça? Oui, je me souviens. Alors moi, j'ai eu la petite aura du sport, en fait. Et donc, du coup... Vous êtes une championne. Et quand vous parlez du premier entretien, je m'en souviens parce qu'ils m'ont dit non, en fait. Ils m'ont dit que je correspondais pas au poste. Donc, j'ai été hyper vexée. Et je suis partie me préparer au test de recrutement, aux questions qu'on allait demander. Et finalement... C'est violent, hein, le non. Finalement, je suis passée par la fenêtre. Oui, mais et tout le monde n'a pas cette réaction-là parce que à quoi est-ce qu'on dit non? À moi, à ma personnalité, je ne vaux rien, ou juste à un CV qui ne correspond pas à des cases. C'est dur. Frédéric Zillerley et Jamil Kemal. Le contre-pied de ça, puisque dans nos écoles, on a ces jeunes-là. Ces jeunes-là, ils sont dans nos écoles. Notre rôle, c'est de débloquer, dévoiler leur potentiel. Et chaque jeune a un potentiel. Et les désinhiber peut-être aussi, une sorte de plafond qui fait mais non, je ne pourrais pas y arriver. Et leur montrer qu'en fait, ce plafond n'existe pas ou qu'ils peuvent le briser. Et les accompagner. Nous, on a une zone mixte, on a une plateforme qui propulse les étudiants, on est l'école du 21e siècle, qui propulse les étudiants de l'école vers l'entreprise. Ouais. Donc, directement dans l'entreprise. On explose les plafonds avec ça. Et pour terminer, Jamil Kemal. Un exemple et une fierté. On a des candidats qu'on arrive à faire recruter à des postes de consultants stratégie qui n'auraient pas postulé avec des méthodes classiques et qui nous le disent. Ils nous disent « Je pense que j'aurais été discriminé sur mon adresse ». Ce qui est faux par ailleurs, les entreprises avec lesquelles on travaille sont ouvertes parce qu'ils sont en pénurie. Mais du coup, le plafond de verre, c'est des secteurs tendus. Exactement. Mais le plafond de verre, il est d'une part réel et d'autre part perçu. Donc le fait de faire des évaluations qui font ressortir le vrai potentiel des candidats sur les soft skills, sur les hard skills, sur l'expérience, élimine ce problème. Et ben ça rend les choses très très neutres. Et du coup, on permet à des candidats divers d'arriver à une phase d'entretien auquel ils auraient beaucoup de mal à arriver de façon classique. Merci Jamil Kemal. GoShaba, donc GoShaba, c'est 2 fois que j'écorche et vous m'avez rectifié. GoShaba, qui est une solution, notamment avec ces solutions de jeux vidéo. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci Frédéric Zillerley, vous êtes le fondateur et donc on l'a compris, chef d'entreprise depuis l'âge de 20 ans de l'école éthique. Et merci à Ogene Morinson, vous êtes consultante en stratégie et on a parlé de Red Pepper, qui me fait penser aux Beatles, mais ça n'a rien à voir. Merci à vous 3, on se retrouve demain pour un nouveau débat dans le cercle RH. Et tout de suite, ces fenêtres sur l'emploi, devinez quoi? On va parler de recrutement. Bah oui.